Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder le thème de la mort en Afrique. Je me demandais comment est-ce que vous gérez un potentiel décès, si ça t'est déjà arrivé, si tu as déjà entendu parler de ça, comment vous gérez un décès en mission? Bonjour. Alors cette question est une question très difficile, est un sujet grave. En revanche, c'est une question qui malheureusement nous est arrivée une fois. Alors je suis d'autant plus chagrin que de toutes les missions qu'on a effectuées en chirurgie réparatrice, on n'a jamais eu de décès. Et là, c'est une histoire bien particulière et un moment bien particulier parce que habituellement, quand nous on fait de la chirurgie réparatrice, on organise toutes les missions vis-à-vis de la chirurgie réparatrice et on fait des interventions de chirurgie réparatrice. Donc c'est l'objectif premier de notre ONG. Et donc, on essaie de ne pas dépasser les limites de notre spécialité. Et on fait rarement des interventions en dehors de notre spécialité. En revanche, avec l'évolution, on s'est aperçu que c'était bien d'apporter quelque chose qu'on savait faire, de répondre à la demande, mais ce qui était le plus important, c'était de répondre vraiment à la demande des populations. Et donc, quand il y avait des patients qui avaient des pathologies particulières, comme des hernies, comme des goitres, des choses comme ça, il fallait y répondre. Donc là, cette malheureuse expérience que nous avons eue dans notre ONG s'est produite à Madagascar. On faisait une mission régulière à Marouala, c'est-à-dire dans le nord de Madagascar, une région très pauvre. On faisait des missions régulières, mais dans cette région, il y avait beaucoup de goitres. Le goitre, ce sont des hypertrophies de la glande thyroïde. Quand dans l'alimentation tu manques d'iode, les gens font des goitres, c'est-à-dire que la glande thyroïde va, si tu veux, grossir et faire des grosses boules, des grosses tumeurs au niveau du cou. On appelle ça un goitre. Et donc, il y avait une espèce de population locale avec un nombre très important de goitres. Et un jour, mon anesthésiste, Patrick, me dit, écoute, il y a beaucoup de goitres, tu sais, moi, dans la clinique dans laquelle je travaille, il y a un chirurgien thoracique qui fait beaucoup de goitres, qui les fait très bien, etc. Comme dans cette population de village où on était, il y en avait beaucoup, il me dit, tu ne crois pas qu'une fois, au cours d'une mission, on pourrait faire une mission avec des goitres, pour opérer ces goitres. Donc on lance l'idée avec le maire du petit village et on organise cette mission où il y avait moitié d'activité de chirurgie du goitre et moitié de chirurgie plastique. Donc on fait venir ce chirurgien, un chirurgien brillant, très méthodique, un excellent chirurgien. Et donc on organise ces missions. Et lui, donc, il travaille sur une table d'opération, moi je travaille à côté. Et lui, il a fait, je crois, sur la semaine, une vingtaine de goitres. Mais vraiment, c'est des goitres très Ah importants. C'est pas le ouais. petit goitre qu'on voit en Hmm. Europe, hein. C'est des stades très évolués. Donc au cours de la mission, on va en bateau, dans un petit bateau dans le delta du fleuve, faire des consultations dans les villages. Et on tombe sur une patiente qui avait un goitre et une hyperthyroïdie, c'est-à-dire qu'elle avait un excès d'hormones thyroïdiennes. Et elle était très âgée, très malade, elle avait ce qu'on appelle une thyrotoxicose, c'est-à-dire qu'elle avait tellement d'hormones thyroïdiennes que son cœur battait vite, etc. Elle était en mauvais état, elle n'était pas très bien. Et c'est une patiente qui, de toute façon, si on la laissait comme ça, allait mourir. Au bout de 3 6 mois, elle allait mourir parce qu'elle était vraiment avec une tachycardie, enfin plein de choses qui faisaient que... Et donc le chirurgien a décidé de l'opérer quand même. Alors moi, j'ai vu l'anesthésiste, je lui ai dit, écoutez, si jamais il est dans un très mauvais état, il vaut mieux peut-être pas l'opérer parce qu'on prend trop de risques, et puis c'est toujours vécu, hein. La complication ou le décès en mission, c'est toujours très mal vécu. Donc moi, en tant que président et chef de la mission, j'ai dit, écoute, t'es sûr? Parce que vraiment, il m'a dit, écoute, si on ne l'opère pas, elle va mourir. Donc on essaie de l'opérer pour au moins lui Ouais. sauver la vie, mais c'est risqué. Donc de manière un petit peu consciente, on savait qu'on prenait un risque. Et donc on l'a ramené en bateau dans le dispensaire dans lequel on était, à Marouala, et on l'a opéré. On l'a opéré, il a fait... alors ce qui arrive rarement, mais ce qui peut arriver, c'est qu'au cours de l'opération, il y a beaucoup d'hormones thyroïdiennes qui sont relarguées dans le corps. Et la patiente a fait ce qu'on appelle une thyrotoxicose et s'est pas réveillée. Donc ça, c'était très difficile Oh mon pour nous Dieu. parce que d'abord, il a fallu la ventiler, c'est-à-dire qu'elle n'arrivait pas à se réveiller. C'est-à-dire qu'après, à la fin de l'opération, elle n'arrivait pas à se réveiller. L'anesthésiste a fait tout ce qu'il fallait. Et donc là, on l'a ventilé manuellement. Donc on n'a pas de machine, comme dans un bloc opératoire européen, une machine d'anesthésie qui ventile spontanément. C'est nous, manuellement, qui l'avons ventilé. On l'a ventilé pendant 8 heures. Toute l'après-midi, Oh mon Dieu. ouais, jusqu'à 20 heures. Et puis à 20 heures, on a décidé d'arrêter de ventiler parce qu'elle était Ouais. décédée.
Donc Mais ça, c'était un qu'est-ce qui s'est drame. passé en fait exactement? Eh ben, parce Tu que dis, elle se réveille pas. pendant l'opération, c'est Ouais. classique quand tu fais un gros goitre, pendant l'opération, tu as toutes les hormones thyroïdiennes qui sont relarguées dans le sang, et donc ces hormones thyroïdiennes entraînent une hypertension, une tachycardie, enfin le cœur bat vite, etc. Et si la patiente est fragile et vieille et en mauvais état, eh bien son cœur lâche, elle meurt. Bon, c'est classique, hein. Donc, mais en Europe, on aurait fait de la réanimation, on aurait peut-être anticipé, mais de toute façon, si on l'opérait pas, elle mourrait. Mais là, elle est morte sur la table d'opération. Ouais. Alors elle Donc, n'a pas ouais. souffert, elle est partie dans de très bonnes conditions parce qu'elle était sous anesthésie, elle Mm. n'a pas souffert, etc. Mais pour nous, c'était un drame. Alors le chirurgien, lui, était complètement abattu parce qu'il était effondré, etc. Il culpabilisait à mort. Donc c'est là que la solidarité intervient et on l'a tous réconforté en lui disant, écoute, de toute façon, on a pris une décision, elle allait mourir, on a fait ça pour essayer de la sauver, mais bon, c'était le risque à prendre. Moi, j'étais très, très aussi déçu parce que c'est la première fois qu'on avait un décès en mission. Et c'était une question qui m'avait interpellé il y a longtemps, au début des missions. J'avais posé cette question à un chef de village quand on travaillait sur le fleuve Niger. Je m'étais interpellé sur cette notion de décès en mission. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut arriver? J'avais posé la question à un chef de village en lui disant, mais écoute, si jamais pendant une mission, il arrive un décès, est-ce que c'est dangereux? Comment ça va être vécu par la population, etc. Et lui m'avait réconforté en me disant, mais tu plaisantes. Pour nous, vous arrivez de l'étranger, vous venez travailler pendant 12 jours au village, vous dormez dans des conditions difficiles, vous mangez une fois par jour, vous faites tout pour soigner la population. S'il y a un décès, c'est pas votre faute. Vous n'êtes pas venu pour faire le mal. Forcément, vous êtes venu pour faire du bien. D'ailleurs, on le voit. Et donc, si jamais il y a un décès, c'est que c'est la faute à pas de chance. C'est un sort qui a été jeté. C'est comme ça, la patiente devait décéder. Donc, vraiment, ils nous ont réconfortés. Et nous, on s'est toujours attardé à à faire attention. Et de toute façon, quand on travaille dans un village ou sur une mission, on fait plusieurs missions. Donc les gens nous connaissent. Ils voient qu'on opère bien, qu'on opère beaucoup de patients, etc. Donc ils ont confiance en nous. Et donc quand il arrive une complication ou un pépin, ils savent que c'est pas volontaire. Ils savent que c'est un peu. Ouais. Donc moi, j'avais cette notion-là. Et donc là, quand c'est arrivé à Madagascar, on était tous effondrés et tout. Et donc on a demandé au maire du village, un monsieur très sympathique, très gentil. Je lui ai dit, écoute, voilà, je vais tout expliquer, la vérité, la thyrotoxicose, le fait qu'elle allait mourir, etc. Il m'a dit, pas de problème, t'inquiète pas, on va gérer le problème. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a bien expliqué à la famille tout ce qui s'était passé. On a payé l'enterrement, on l'a rapatrié, en fait, on l'a ramené en bateau dans son village, on a payé les funérailles, etc. Et la famille a très bien compris parce que ça a été expliqué par le maire du village. De toute façon, c'est une patiente qui, de toute façon, allait mourir. Elle était déjà en état. Ouais. La famille a vu qu'elle était très très mal. Mais Mm. pour nous, ça a été vraiment une épreuve difficile. C'est le seul décès qu'on a eu dans notre ONG. Moi, j'étais très, très, très triste parce qu'il n'y a jamais eu de décès en chirurgie réparatrice. Pourtant, on a fait des brûlés, on a fait des nomas, on a fait des burulis, on a enlevé des grosses tumeurs, des choses comme ça. On a eu des cas un peu difficiles, voire dangereux parfois, sur des saignements, des choses comme ça. Mais on n'avait jamais eu de décès. Et là, c'est un décès sur une pathologie qui est en dehors de notre spécialité. Mais j'ai pas de regret parce que le chirurgien était un chirurgien extraordinaire, qui travaille très bien. Par ailleurs, on a opéré, je crois qu'il a fait 20 ou 25 thyroïdes goitres, donc il a sauvé la vie de 25 personnes. Donc au total, c'était très positif, mais la question de la mort en mission est pour nous effectivement une question essentielle. Et pour conclure, eh bien, il faut imaginer que c'est la population, c'est la famille qui finalement est beaucoup plus rassurante et qui nous soutient dans ce genre d'épreuve. Donc ça, c'est important. Mais pour nous, ça reste toujours un drame, hein, bien sûr. Après, j'imagine que si vous l'avez opérée, cette patiente-là, c'est que la famille avait aussi accepté l'opération, Tout à fait. Ah en bah oui. sachant les risques Ah oui, que vous enfin, oui, avez. mais la notion d'information est toujours difficile parce que forcément, eux, ils voient qu'il y a une équipe européenne, le maire ou les savants, entre guillemets, disent, mais bien sûr, bien sûr, ils voient bien qu'on est là pour faire du bien, pour les opérer, que si on leur propose une intervention, c'est pas du tout pour s'entraîner ou pour faire n'importe quoi. Nous, on n'a pas du tout intérêt à opérer des gens qui sont pas, où l'intervention n'est pas indispensable. On n'est pas là pour expérimenter, on opère vraiment quand c'est nécessaire. On est des top pros dans les domaines parce que c'est des opérations qu'on fait depuis des années. Donc tout ce qu'on fait, on le fait de manière mesurée. Et puis même, je vais aller plus loin. Quand on sait que généralement les risques sont trop importants,
où il y a un risque de complications de décès, on n'opère pas. On n'opère pas parce que Mm. l'image de notre ONG, eh ben, si un décès nous donne une mauvaise image quand même. On dit tiens, il y a une équipe qui est venue, le patient est mort. Donc vraiment, quand il y a un risque trop important, on préfère laisser faire la nature. Hein, parce que ça reste quand même toujours mal vécu par les populations, ce qui est normal d'ailleurs. Hein. Mm. Donc vraiment, là ça s'est très bien passé à Madagascar, parce qu'ils nous ont vu opérer pendant plusieurs années. C'est un projet sur lequel on allait depuis 3 4 ans. Donc on avait opéré des centaines de malades. Donc ils voyaient vraiment qu'on était sincère, qu'on revenait, etc. Ils ont vraiment vu qu'au fond, on était une ONG sérieuse et qu'on n'était pas là pour faire du mal. Mais les patients, oui, effectivement, comme tu disais, ils étaient d'accord, mais ils étaient d'accord parce que forcément, ils n'ont pas la culture pour apprécier. Et ils ont vu que de toute façon, Mm. la grand-mère était dans un état catastrophique. Pour ça, ils ont très confiance aux soins des Européens. Tu dis qu'ils ont confiance. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être quelque part avec une population qui n'a pas du tout confiance en ce que vous faites? Oui, oui, mais pour des raisons ethnologiques. Mm. C'est-à-dire que, par exemple, je prends juste un exemple précis, au Togo, j'avais accompagné une équipe de médecins pour faire des vaccinations. Eh bien, le village dans lequel on a été, la population avait été prévenue. Quand on est arrivé, eh bien, il n'y avait plus personne dans le village parce qu'ils avaient peur des vaccins. Ils pensaient que les vaccins, c'était pour tester sur eux, pour leur inoculer des maladies, etc. On a bien vu pour le Covid ou même avant, pour beaucoup de campagnes de vaccination, il y a des populations par croyance. Ils croient qu'on leur inocule des choses. Après, il y a tous les réseaux, etc. Donc, il y a certaines croyances. Nous, où on va, on n'y va pas, on n'impose pas notre médecine. Nous, on y va parce qu'on nous demande de venir. Donc, c'est le médecin ou les infirmiers locaux qui voient, par exemple, plein de séquelles de brûlures, plein de fentes labiales, plein de pathologies, etc. et qui nous demandent de venir pour opérer. Donc, nous, on n'impose jamais rien. On nous demande de venir et nous, on y va et on propose un traitement. Et on a rarement de réticences. On a des réticences ponctuelles de temps en temps parce qu'il y a un tradipraticien qui veut pas ou qui conseille de ne pas faire l'opération. Donc parfois il y a des réticences entre la consultation et finalement les patients ne viennent jamais pour l'opération parce que ou ils ont peur ou parce que le tradipraticien leur a dit non, 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 c'est pas nécessaire, etc. Sinon, la résistance générale, non, j'ai jamais vu ça. J'ai vu ça pour certaines pathologies, comme je te disais, pour le, pour la vaccination ou un village. J'avais été surpris, on est arrivé dans ce village et là, tout le monde était parti, tous les enfants étaient partis en brousse. Et les autorités locales nous ont dit ah ben non, non, c'est pas la peine de vacciner, etc. Il y Ah avait une ouais, résistance, pas à nous, une résistance au traitement. au traitement. Voilà. Mm. Ils avaient peur des vaccins, ils avaient peur de la vaccination. Et du coup, vous n'avez pas du tout vacciné? Et du coup, on n'a pas du tout vacciné. Je me souviens, les infirmiers qui étaient avec moi ont engueulé le chef de village, ils se sont engueulés entre eux, etc. Il y a une anecdote très intéressante sur ça, c'est qu'on est arrivé dans un village où on devait faire une vaccination contre la polio. Et la polio, ça entraîne des maladies qui touchent les membres, qui paralysent un peu les enfants. Et donc, c'est des enfants qui sont paralysés et qui se déplacent par terre un petit peu comme des serpents. Ils ont des mouvements un peu de reptation, ils ont des mouvements, les séquelles de polio, c'est en train de paralyser des membres. Et donc, ils se baladent, ils marchent par terre avec les mains, etc. Ils Donc, rampent en fait, ils rampent un petit quasiment. peu. Donc, ils ont Mm. vraiment un comportement un peu bizarre. Ce qui est particulier, c'est que ce village avait comme totem un génie serpent. C'est-à-dire que dans leurs croyances sur les génies, sur les ancêtres, etc., dans toutes leurs croyances de protection, le totem, le génie du village était le génie serpent. Donc en fait, ces enfants étaient assimilés à des enfants serpents. Donc le génie protecteur du village, en fait, c'était des enfants serpents, c'est des enfants qui appartenaient au génie serpent. Donc quelque part, il y avait un côté positif. C'était des enfants qui avaient été Ah ouais, ouais. ok. Et donc nous, enfin l'équipe de médecins, d'infirmiers qui voulait vacciner contre la polio, donc voulait vacciner contre, si tu veux, cette maladie Ouais. qui était, si tu veux, avec la symbolique de. Et donc en fait, le village refusait ce vaccin Ah parce ouais. que par rapport aux croyances, c'était des enfants serpents. Et donc ils ne voulaient pas du tout qu'on fasse un traitement contre les enfants serpents. Tu vois. Mm. C'est comme une autre fois, un autre exemple où il y avait une réprobation, c'est au début quand je faisais du Noma. Sur le fleuve Niger, un jour j'arrive dans un village, on avait organisé toute une mission pour opérer des nomas. Et des nomas, c'est des maladies qui détruisent le visage, ça laisse
des fentes, des destructions importantes comme séquelles sur le visage. Et on arrive dans le village, et alors ça c'était au Niger, pardon, c'était sauf à me dire, mais c'était du côté du Niger. Et là, dans le village, il n'y avait plus personne. Et moi j'étais embêté parce qu'on avait organisé toute une mission pour opérer, le financement, etc. Et là, on a compris pourquoi les enfants, on nous présentait aucun patient, aucun NOMA, alors qu'on avait identifié avant de venir des enfants qui avaient des NOMA. Et parce qu'en fait, pour eux, dans leur croyance, c'était le génie de la rivière qui faisait, qui déchirait. Alors en Haoussa, il disait un terme, j'ai oublié, mais il disait en Haoussa, ils ont le visage déchiré. C'est-à-dire que pendant l'harmattan c'est en hiver où il y a un vent qui vient du nord, il y a des infections, des infections infantiles. Mais pendant ces infections-là, etc., ils font des infections, et donc ils disaient que c'était le vent qui déchire le visage. Donc c'était le génie de la rivière qui en fait était responsable. Donc ces enfants appartenaient à ce génie de la rivière. Et donc il fallait pas les toucher parce que c'était fait par voilà, c'était l'au-delà qui avait fait quelque chose de conscient, et donc en aucun cas il fallait les opérer, surtout par un blanc qui vient, qui va toucher le visage d'un enfant qui a été déchiré par le génie du vent ou le génie de la Ah rivière, ouais. un génie quelconque local. Et quand vous aviez fait sur place à ce Ah ben, moment-là, vous on n'a avez pas pas... pu les opérer parce que les Ah enfants, ouais? pour les autorités locales. Donc ça a été un travail d'approche. Pendant plusieurs années, on Hmm. est arrivé en leur expliquant que ben non, c'était une infection à la base, etc. Effectivement, on respectait le génie de la rivière. Avec les tradipraticiens, au cours des années, ils nous ont vu ils ont vu notre travail, on a respecté. Moi, j'ai pas opposé les deux médecines, je les ai intégrés dans le traitement, dans le diagnostic, etc. J'ai appris à comprendre tout ça, que la maladie avait donc une signification visible et invisible. Donc pour eux, l'interprétation, c'est le génie de la rivière. Je l'ai respecté, on a pris le temps, et puis voilà, progressivement, on a commencé à les opérer. Et puis la première fois qu'on est arrivé, le village était vide parce que il y avait une réprobation qui était ethnologique. Voilà, la croyance faisait que c'était une maladie, c'était des enfants de la rivière. Je reviens juste par rapport au thème de la mort, juste en général, de ce dont on parlait au début. Est-ce que sur place, tu remarques une approche différente des gens par rapport à un décès d'un membre de la famille, par rapport à en Europe, par exemple? Tout à fait. Ben, l'approche de la mort est beaucoup plus fataliste dans les villages dans lesquels on a été, notamment en Afrique de l'Ouest ou en brousse. Il y a du fatalisme, forcément, parce qu'ils n'ont rien. C'est-à-dire que la mort, comme la maladie, est décidée par quelqu'un, par l'au-delà. C'est par l'invisible, c'est-à-dire un sort qui a été jeté, c'est un génie de la forêt, un génie du vent, etc. Donc il y a une dimension mystique qui fait que la mort n'arrive pas par hasard, c'est comme ça. Donc elle est forcément plus acceptée, d'abord parce que, un, ils n'ont pas le choix, parce que de toute façon, il n'y a pas de traitement, il y a rien. Donc quand tu as un cancer ou quand tu as une pathologie grave en brousse, comme il n'y a pas de traitement, eh ben, le patient en meurt. La mort est beaucoup plus acceptée parce que il y a, entre guillemets, ce que l'on appelle la sélection naturelle. C'est-à-dire qu'une maman qui a un enfant qui doit décéder ou qui meurt, elle en refait d'autres. Donc elle est malheureuse, elle a toujours un chagrin de maman, de parents. Mais pour eux, ils acceptent peut-être mieux le décès parce que c'est une force supérieure qui l'a décidé. Donc eux n'y peuvent rien. En revanche, ils vont le compenser par le fait de faire d'autres enfants. Donc, Hmm. c'est un peu comme nous il y a 200 ans, 300 ans en Ouais. France. Hein, les familles nombreuses Hmm. acceptaient plus facilement la mort d'un enfant. Quand je dis accepter, entre guillemets, hein, parce que c'est toujours un drame, mais ils le compensent plus par le fait de faire d'autres enfants. Donc quand tu as une fratrie de 10 enfants, s'il y en a un qui décède, c'est un peu plus accepté. Et la mortalité infantile est très importante en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, qui est un drame et qui est combattu par l'OMS ou par toutes les autorités sanitaires locales. Mais force est de constater qu'il y a quand même une grande mortalité par rapport à l'Europe et qui est acceptée par la fatalité. Et est-ce que tu penses que cette fatalité qu'ils ont vis-à-vis d'un décès peut les aider à avoir de la confiance envers les opérations que tu fais? Parce que j'imagine aussi qu'il y a des populations qui n'ont aucune idée de ce que vous faites, qui n'ont jamais vu ça de leur vie. Je veux dire, la question de la confiance est quand même
assez intrigante, parce que tu pourrais te dire, tu vois des gens Bien arriver sûr. que tu n'as jamais vus de Ah ta ben, c'est vie, capital. avec des instruments qu'on n'a jamais vus non Bien sûr, plus. bien sûr. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce Bien qu'ils vont sûr, te c'est faire capital. mal? D'abord parce que tu as complètement raison. Tu as toujours peur de ce que tu ne connais pas. D'ailleurs, ils peuvent même pas imaginer que ça peut exister, puisque eux ne l'ont jamais vu. Bah oui. Donc un enfant, par exemple, qui a une fente labiale, ils Mm. peuvent même pas imaginer que ça puisse être réparable, puisque la seule autorité locale au village, qui est le tradipraticien, avec tout le respect que je lui dois, n'arrivera jamais à traiter, à corriger une fente labiale. Donc pour eux, Bah c'est de non. l'acquis. Ouais. C'est comme ça. Ils ne remettent pas en question le fait que c'est comme ça. J'ai un enfant qui a une fente labiale. Alors après, ils vont y donner une interprétation. Par exemple, pour le Noma, ils vont dire que c'est la maladie du vent. Donc ils vont dire que c'est le génie de la rivière ou du fleuve, etc. Ils vont donner une explication, mais ils n'ont pas de solution. Donc forcément, nous, on leur propose un traitement qu'ils vont ignorer et qu'ils ne comprennent pas. Donc c'est pour ça que quand on fait des missions, on les fait progressivement. On commence par des interventions simples et avant d'attaquer des grosses réparations, on commence toujours par des interventions simples. Le premier jour, on va faire des interventions qui se comprennent bien, qui s'expliquent bien ou qui sont visuelles. Par exemple, quand il y a une grosse tumeur, on enlève la tumeur, eh bien, il voit qu'il y avait la grosse boule, il n'y a plus la boule, il voit la cicatrice, etc. Donc le patient n'a pas mal parce qu'on a utilisé les antalgiques. Donc on fait ça progressivement, bien sûr. Après, ça fait partie de l'éducation et de la préparation avec les infirmiers locaux. L'infirmier qui est localement dans un dispensaire, lui, il va expliquer au patient. Il va dire non, non, mais tu sais, voilà, il va faire ça, 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 etc. Donc forcément, il y a une réprobation quand ils ne savent pas. Parfois, ils sont sceptiques, ils ne comprennent pas. Ils se disent oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait, lui, comment il l'a fait, etc. Donc forcément, il y a un travail d'approche qui se fait, de confiance, qu'on met du temps à établir, qui est plus ou moins rapide. Mais bon, après, ils sont informés maintenant. Aujourd'hui, autant, il y a 30 ans, moi j'étais dans des villages où quand ils voyaient un blanc arriver, tout le village fuyait, hein, comme dans les films. Hein. Non, parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Ah bah, au Nigeria, où il y a Boko Haram, maintenant on ne peut plus y aller, mais au-dessus de Sokoto, dans les villages, on était obligé d'y aller. Je me souviens, une fois, on est arrivé avec des ânes dans le village, parce que c'était le seul moyen de se déplacer, comme dans les films, le village vide. Ah Vide, ouais. pas un chat. Et puis au bout d'une heure, tu vois une tête arriver, 2 têtes, 3 têtes, et puis progressivement, parce que forcément, tu imagines. Et les enfants, ben, mets-toi à leur place, les enfants, ils nous voient arriver, on les met sur une table pour les opérer, on leur met des cialytiques ou des lumières, et tout, ils nous voient déguisés en bleu, en tenue de chirurgien, avec des masques, avec des calots, des lampes frontales. Les enfants sont paniqués, ils ne comprennent pas, ils se disent, mais c'est quoi, c'est des extraterrestres? Il faut comprendre, un enfant qui sort de la brousse, il se retrouve sur une table d'opération avec les appareils, les blancs, etc. Donc, non, mais on le fait progressivement. On joue avec les enfants le premier jour, on leur montre. Donc maintenant, et puis maintenant, en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup avec les réseaux, avec la télé comme ça, avec Internet, sont quand même très sensibilisés. Mais tu as raison, c'est quand même imposer une médecine, ça ne se fait pas comme ça. D'ailleurs, il ne faut pas imposer, il faut proposer, présenter, expliquer, et progressivement on augmente en intensité parce que c'est vrai qu'on fait des interventions parfois magiques et qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et le plus magique, ça reste l'anesthésie générale. Nous, en fait, quand on opère, ils voient une fente, ils comprennent, ils ne sont pas bêtes, hein, ils comprennent très bien, ils voient le côté mécanique, ils voient le côté suture, il y a un trou, il y a une fente, ils voient que tu sutures, pour eux c'est des cordes, des ficelles, ils comprennent tout ça, tout le côté... Mais ce qui les surprend le plus, c'est l'anesthésie générale. Quand ils voient leurs collègues, leurs enfants endormis, coupés, parce qu'ils ne disent pas incisés, ils disent coupés par le chirurgien, etc., et que l'autre est sous anesthésie générale, donc il est mort, son cerveau, son esprit est parti dans l'au-delà, et ensuite il est réveillé et revient, pour eux c'est incroyable. Le vrai génie de la forêt, le vrai génie, c'est l'anesthésiste. Hein. Moi, je suis un artisan, pour eux je suis un travailleur manuel, quoi. Je suis ils disent celui qui travaille le fer. Il y a un terme en Haoussa qui dit lui c'est celui qui travaille le fer parce qu'il me voit travailler des instruments en métal. Donc moi je suis d'une secte qui connaissent bien, tu vois, comme le forgeron. Voilà, je suis un artisan. Mais l'anesthésiste, c'est un bon Dieu. C'est le plus grand génie de la forêt. Merci beaucoup d'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous aura plu.